C'est parti, Yvan, on est live. Yes, j'attends de faire un refresh pour l'avoir dans Facebook, pour pouvoir coller des questions. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Et voilà. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous entendez bien également. Donc, on est dans notre questions et réponses hebdomadaires. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité spécial avec Danny Levicinzo, je le prononce bien, de Ziplex, qui va nous faire une petite capsule là, sur, dans le fond, une petite mise à jour du marché par rapport au logement locatif. Donc, Jean-Philippe, est-ce que tu es là? Toujours, toujours. Et on voit Danny aussi. Danny, peut-être dire un petit coucou. Danny. Ben oui, bonjour tout le monde. Danny, on va te revenir dans quelques instants. C'est juste pour dire aux gens, oui, Danny est là. Donc, ça va nous faire plaisir de faire une petite mise à jour. On va répondre à deux petites questions avant qu'on ait reçues sur le site web d'abord. Puis ensuite, on fonce avec ta petite capsule, Danny. C'est bon? Super, ouais. Excellent. Donc, Yvan. Donc, normalement, si tu vas avoir une question passée, Jean-Philippe, qui serait pour toi. Est-ce que tu la vois? Oui. Il y avait Arnaud. En passant, les gens qui posent la question là, sur notre site web, on a maintenant un onglet. Je vais mettre le lien, l'hyperlien bientôt. Mais on a une section sur le site qui permet de poser votre question, puis on les répond au live. Du moins, est-ce que ça va rester une tradition, j'espère? Les questions-réponses le lundi midi. Donc, on répond à vos questions. Donc, c'était une question d'Arnaud qui a été posée sur le site du Club Immobilier. Donc, il disait comment on peut transformer un commercial en résidentiel. On en avait parlé aussi beaucoup avec Luc Poirier. On en avait parlé au niveau des opportunités. Puis, je pense qu'Arnaud, la question vient probablement de là. On sait qu'avec la pandémie, la partie la partie d'immobilier qui a été la plus touchée dans tout ça, c'est le commercial. Donc, on le voit, là, on a vu quelques compagnies se mettre en fait même protection de créanciers. Donc, une belle opportunité pour les gens de transformer du commercial en résidentiel. Donc, comment on fait ça? Premièrement, on doit vérifier avec la ville. Donc, on vérifie avec la ville, est-ce que le zonage le permet? Okay? Si le zonage ne le permet pas, peut-être discuter avec l'urbaniste pour avoir une dérogation possible, mais la base même, c'est la ville. Est-ce que c'est possible de le faire? Ensuite, quand on fait la transformation de commercial à résidentiel, bon, à travers toutes les rénovations et tout, là, on ne rentrera pas tout dans le détail, mais la chose qu'il faut faire attention, c'est fiscalement, on passe d'un bien qui est commercial à un bien résidentiel et il va y avoir une autocotisation de TPS, TVQ là-dedans. Donc, consultez votre fiscaliste, c'est important parce qu'on va se faire charger, en fait, sur la nouvelle valeur. Donc, on va être imposé TPS, TVQ sur la nouvelle valeur de notre section résidentielle qu'on a transformée. Donc, consulter un fiscaliste, c'est important à ce niveau-là. Voilà. De retour à toi, Yvan. Ouais, on avait une question de Semyon Kuperchan, qui n'a pas vraiment rapport avec l'information. Ça, c'est plus pour le coaching. Et le fast track, c'est quoi la différence entre le coaching et le fast track? On va y revenir en fin de présentation parce qu'on veut pas nécessairement parler de ces choses-là dès le début. On va prendre une question encore de Arnaud. Donc, Arnaud a utilisé pose sa question sur le... Oui. Donc, j'avais plus de son. Ouais. Je recommence. On avait une question là, de Semyon Kuperchan qu'on va répondre à la fin de la séance parce que c'est plus rapport avec le coaching et le fast track. C'est comme plus sur les formations. On va regarder ça contenu technique et informatif pour l'instant. Donc, il y avait Arnaud B. Est-ce que c'est conseillé d'utiliser une marge de crédit comme mise de fonds? Effectivement. On veut acheter que l'argent des autres, toute source est bonne. Et sur les marges de crédit hypothécaires de ta résidence, par exemple, les taux d'intérêt sont excellents. Donc, les taux sont bas. Donc, c'est une belle source d'emprunt. Et évidemment, assure-toi que l'immeuble que tu vas acheter, il va avoir assez de revenus. Il va être assez rentable pour être capable de couvrir les frais de ton emprunt sur ta marge de crédit hypothécaire. Sinon, tu vas être déficitaire en termes de cash flow. Donc, ça, c'est important. Donc, oui, c'est une excellente source. Si tu as de l'équité sur ta propriété, très belle façon là, d'investir en immobilier. C'est un excellent levier, là, ta propriété principale. Voilà, donc Yvan, on va maintenant céder la parole à notre ami Danny de chez Ziplex. Donc, Yvan, je masse ta caméra 2 petites secondes, le temps qu'on aille notre invité
de notre live du midi. Danny, super investisseur, créateur d'une des meilleures compagnies. Wow! Une meilleure compagnie, un site web que j'utilise plusieurs fois par jour. Puis j'aime ça le dire parce que c'est vraiment une très bonne compagnie. On a déjà eu Danny qu'on a déjà eu en live qui nous a expliqué un peu sur le data du marché, mais c'était un petit peu, hein, c'était vraiment pas loin après la pandémie. Donc là, il y a eu une mise à jour de Ziplex. Donc, Danny, comme j'ai dit, la longue présentation, ami, investisseur et tout. Rebonjour, bienvenue sur les lives, Danny. Ben, rebonjour, toute une belle présentation de ta part pour nous. Écoute, c'est très apprécié, évidemment. Puis effectivement, on avait fait une première ébauche, dans le fond, de statistiques en début avril ensemble. Puis on avait évidemment regardé comment ça se passait. C'est évident qu'on allait faire un update de tout ça par la suite. Comme on avait évidemment mis sur notre blog dernièrement, on a fait également une infolette là-dessus. On voit bien qu'il y a quand même eu un grand fossé d'environ 6 000 appartements qui sont carrément disparus, évidemment, dans les 2 semaines qui ont suivi la fameuse date du 13 mars. C'est sûr que pour nous, ouais, effectivement, tu l'as à l'écran. Merci de le présenter. Là. Je pense que c'est sans équivoque. On voit là, que le volume, là, il a quand même pas mal baissé là, dans ces 2 semaines-là. Puis par la suite, évidemment, ben là, c'est revenu à une offre, dans le fond, qui est revenue à sa normalité, si on pourrait dire. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un petit retrait, là, il y a un petit step back qui s'est fait de la part des propriétaires là, suivant tout ce qui se passait là, avec le COVID. Là. Danny, excusez-moi les boys, si tu permets, Danny, pour moi, c'est petit à l'écran. Je ne sais pas sur la page Facebook que ça a l'air, mais est-ce que tu pourrais peut-être commenter le diagramme sommairement? Ben ouais. Tu l'as fait, là, mais tu sais, plus dans le détail. Là. Mais dans le fond, ce qu'on voit, c'est vraiment l'évolution de l'offre. On voit évidemment celle de 2018, celle qui a le grand pic là, en bleu plus foncé. Après ça, on a évidemment 2019 et 2020. 2020, c'est ce qu'on vit actuellement. Donc, où est-ce qu'on voit là, la fameuse tendance à la baisse, là, le fameux creux qui s'est effectué là, pour les 6 000 qu'on a perdus, les 6 000 appartements qui, entre guillemets, on a perdu parce qu'évidemment, tôt ou tard, ces appartements-là, ils sont remis sur le marché, on le comprend bien, mais comme j'expliquais, c'est qu'il y a eu vraiment un step back qui est vraiment flagrant des propriétaires où est-ce qu'on a pris un pas de recul avant de mettre ces appartements-là sur le marché. C'est sûr qu'on peut peut-être voir un petit peu plus bas dans la page, Jean-Philippe, dans le fond, sur le prochain tableau qu'on voit là, c'est encore mieux, dans le fond, exprimé. Là. Je sais que c'est peut-être petit. Est-ce que tu vois mieux un petit peu, Yvan, ou c'est-tu clair à l'écran? Mais bref, les gens vont pouvoir aller le voir directement s'ils le veulent sur Ziplex. Dans le fond, c'est dans notre blog. C'est l'article, dans le fond, qui est tout récent. Mais bref, ce qu'on a voulu faire, c'est d'exprimer puis de vraiment expliquer un peu là, pourquoi, évidemment, l'offre est revenue puis de où elle revenait, cette offre-là. Puis il y a eu quand même dans les nouvelles et tout ça, on a vu, évidemment, qu'il y avait une tendance au Airbnb qui revenait en location plus traditionnelle, donc le court terme qui revenait, évidemment, en location plus long terme. Puis on voulait voir, nous, comment on pouvait vraiment voir si ça se concordait avec ce qui était avancé. Puis effectivement, on le voit bien, là, dans le fond, ce qu'on voit à gauche complètement, là, c'est au top de chacune des colonnes, c'est vraiment la proportion de logements meublés par rapport au reste des appartements qui ont été mis sur le marché. Puis évidemment, ben, on voit là, qu'il y a quand même une petite incidence à la hausse. Donc, on parle là, de 2018-2019 avec des volumes qui étaient là, de l'ordre de 16 et 18 %. Puis là, maintenant, on avoisine les 23-24 % là, en termes d'offres meublées. Donc, ça a eu quand même un impact à ce niveau-là. Fait que juste pour l'expliquer aux gens, le foncé et le meublé, le pâle et le non meublé. Exact. Et l'année 2018, c'est le gris, l'année 2019, le bleu, puis l'année 2020, le rouge. Exactement, exactement. Donc, pour nous, c'était vraiment de pouvoir faire en sorte de vraiment le faire se démarquer dans ces graphiques-là. Puis en même temps, évidemment, on a dressé la fameuse ligne là, en pointillé, on voit là,
le niveau des 6000, là, ça donne 6023, si je ne me trompe pas de mémoire, là, 6046, excusez-moi, dans le fond, là, qu'il y a vraiment un écart qui était là. Puis évidemment, là, si on va plus bas dans l'article, on voit également que les prix, eux, par contre, ont rien à voir avec les années précédentes. Donc, ce qu'on voit, là, c'est qu'on est en nette progression en termes de moyenne des loyers. Là, dans le fond, on parle toujours du loyer marchand, mais on voit vraiment qu'il y a un grand rattrapage qui se fait. C'est comme on a intitulé notre article, c'est la rareté qui fait sa loi. Donc, on le voit bien, là. Dans le fond, c'est que tout est à la hausse. On comprend bien, évidemment, que si on parle uniquement des appartements qui sont meublés, qui ont une plus grande proportion sur l'offre, bien évidemment, c'est des logements qui valent plus cher, évidemment. Puis tout ce qui est, évidemment, des appartements plus dispendieux, je pourrais dire, c'est ce qui a été remis plus rapidement aussi sur le marché. Puis ça a créé vraiment cette tendance-là à la hausse qu'on va évidemment surveiller dans les prochaines semaines. Très intéressant, très intéressant. Yvan, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas par rapport à ça, mais on a eu beaucoup de questions sur ce que Danny a répondu. Fait qu'on s'est dit qui de mieux que lui pour faire une mise à jour de tout ça. Non, je n'ai pas de commentaires, c'est très bien expliqué. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient des questions pour Danny. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont posé dans le chat. Je pense que pendant que tu lis, Yvan, pour corroborer un peu ce que tu disais, Danny, en tout cas, moi, je le vois dans mes logements, il y a beaucoup moins de mouvement qu'avant. Quelqu'un qui n'était pas sûr de bouger, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de rester là. Fait que je pense que c'est vraiment représentatif parce que l'offre a continué d'être élevée, le prix continue d'être élevé. On a une belle progression, on a un phénomène de rareté, comme tu as dit aussi, au niveau des logements qui vont pouvoir profiter aux investisseurs. C'est sûr qu'en termes d'optimisation, avoir moins de mouvements de locataires, c'est peut-être pas la meilleure chose non plus, mais si on a une plus grande rareté puis une augmentation des marchés. En tout cas, les données qui sont là se reflètent dans mon parc immobilier, du moins. Je le vois. Beaucoup moins de mouvements. Les prix, on verra, là, mais pour l'instant, c'est ça, phénomène de rareté. Nous, on a eu quand même assez de mouvements, mais on a quand même réussi à tout louer. Ben, Mélanie a réussi à tout louer. Là. On est no vacancy. Je pense qu'il reste 1 ou 2 logements dans le parc, donc la location va très bien. Jean-Philippe, tu parlais que les locataires ont resté là. Et justement, Danny, ça tente-tu de rester là avec nous pendant l'heure du dîner? Avec un grand plaisir, messieurs. On pourrait aller à une question du public, puis si ça te tente d'intervenir, parce que tu as quand même beaucoup d'expérience également, donc tu pourrais peut-être bonifier puis mettre ton grain de sel sur certaines questions. Donc, on avait une question de Pierre Leblanc. Que pensez-vous de la location des chauffe-eau? Et je sais que Jean-Philippe a son opinion très arrêtée là-dessus. Oui, c'est assez arrêté. J'espère qu'il n'y a personne d'Hydro-Solutions qui nous écoute parce que je ne serai pas la meilleure pub pour ça. Dans les multilogements, je suis complètement contre cette idée-là parce que, on paye le chauffe-eau plusieurs fois. On paye une dizaine de dollars par mois. Fait qu'au final, au bout des 10 ans, on a payé le chauffe-eau plusieurs fois. Et chose plus grave que ça encore, ça l'impute une dépense à notre bâtiment. On a une dépense d'opération et ça pourrait être, cette dépense-là pourrait très bien être déduite au niveau de nos revenus et baisser notre financement. Là, généralement, pour l'avoir dit dans plusieurs cours, les gens qui ont des chauffe-eau de louer, mais ils lèvent la main, mais ils disent « Ah, mais c'est mon locataire qui le paye, c'est pas moi. » Bien, au lieu que le locataire envoie 10 $ à Hydro-Solutions, pourquoi qu'il ne vous mettrait pas 10 $ de plus sur le bail puis que vous encaissiez? Okay, les chauffe-eau, c'est pas un problème extrême, là, ça change à tous les 10 ans. Là. Fait que vous changez ça coûte 500 $, plombier inclus, là, 500-600, plombier inclus une fois tous les 10 ans, puis vous gardez votre propre chauffe-eau. Fait que ça, je suis arrêté avec ça. Là. Moi, c'est non, là, genre 0% de oui. Là. Voilà. Très bonne réponse. Ouais. On avait une question aussi de Simeon. J'espère de bien la comprendre. Et si Jean-Philippe l'a compris différemment, ou Danny, tu pourras peut-être bonifier. Donc, lorsqu'on calcule le cashback après avoir optimisé une propriété, considérez-vous le repaiement de la dette, le principal? De ce que je comprends de ta question, c'est qu'après un certain temps, tu vas aller refinancer la propriété une fois que tu as augmenté les revenus, diminué les dépenses. Évidemment, ton solde hypothécaire va avoir descendu. Donc, ton principal que tu parles, c'est le remboursement du capital. Donc, évidemment, il va avoir descendu.
Et quand tu vas refinancer, ben, tu vas récupérer cet argent-là au refinancement. Donc, ce que tes locataires ont payé durant le processus jusqu'à temps que tu refinances, tu vas récupérer ça au refinancement. Donc, c'est ce que je comprends de ta question. Jean-Philippe, on peut Oui, mettre ça avec vraiment ça. Ben, généralement, oui. Puis, petit, Sémine, il a suivi quelques cours avec nous. Tu sais, quand on parle dans le cruncher, là, quand on fait le calcul. D'ailleurs, on a le cours demain, hein, le cours de calcul de rentabilité, là, si jamais il y en a qui sont intéressés demain soir. Puis, on donne l'outil, le cruncher dedans. Le capital en principal, je ne le calcule pas dans le cruncher parce que souvent, les optimisations, il va y avoir également une perte locative qui va venir avec ça parce qu'on va avoir une certaine vacance, on va faire des rénovations, puis ce côté-là n'est pas calculé non plus. Donc, ça vient un peu s'amoindrir, ça vient un peu s'écraser dans les deux cas, le capital en intérêt. Mais oui, la réponse pure, c'est oui, tu le calcules parce que tu refinances, tu rajoutes de l'argent par-dessus le préexistant. Donc, cet argent-là t'appartient. Et pour faire du pouce sur ce que tu parlais, Jean-Philippe, demain, on a un cours sur l'analyse de rentabilité, mais c'est plus vendredi. Pour ceux qui débutent, qui n'ont aucune notion, je vous dirais de prendre le cours de vendredi de 6 heures. Et ceux qui ont certaines notions de calcul de rentabilité, ils pourraient y aller avec le cours de transformation en deal des multilogements trop chers, où ce que là, on va passer un petit peu moins de temps sur les calculs, mais plus sur l'optimisation. Donc, allez-vous vous intéresser. Peut-être qu'on a une question si tu. Oui, on peut mettre la question ici. Viahen, j'espère que je le prononce bien également. On parle beaucoup de chute de prix à partir du mois d'octobre. Doit-on attendre avant de passer à l'action? Yvan, go, vas-y donc. Effectivement, il va y avoir des opportunités dans chaque cycle immobilier. Fait que ça se peut que Alors, est-ce qu'on parle de chute de prix ou de baisse de prix? Tu sais, une baisse de prix, c'est normal, c'est cyclique l'immobilier. Et là, dans le contexte actuel, ça ne serait pas surprenant que ça baisse un peu. Chute drastique, pas sûr encore, mais malgré tout, il va y avoir des belles opportunités. S'il y a des gens qui prennent panique parce que la valeur de leur immeuble descend, ben, ils vont vendre moins cher et il va y avoir des belles opportunités. Si on parle de flip, je pense que ça peut être très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir de la difficulté à payer leur maison, à rencontrer leurs obligations financières. Donc, en matière de flip, je pense que ça peut être très intéressant de bouger parce que va peut-être ramasser des immeubles pour moins cher. Peut-être beaucoup de reprises bancaires aussi qui vont apparaître sur le marché. Donc, c'est tout le temps de bouger. Il faut juste faire des belles transactions. Et Danny, qui a quand même un bon parc, est-ce que tu te permets de bouger durant le COVID ou tu vas attendre que ça remonte un jour? Ben, écoute, moi, présentement, je suis pas mal plus investi en termes de développement technologique dans les entreprises. Mais c'est sûr que si j'avais à bouger, ce serait sur un immeuble qui a peut-être une problématique rencontrée auprès du propriétaire. Mais ça, je pense que c'est relatif à chacun, sa façon, comment on investit, évidemment. Là. Excellent, merci. OK. C'est prendre Sandrine. Oui, Sandrine. Oui, la question qui tue. Bonjour, messieurs, je dois m'associer avec un partenaire. Je vais la résumer, elle est assez longue. Je vais m'associer par un partenaire pour l'achat d'un multiplex, plus de 6 logements. Devrions-nous le faire en notre nom personnel ou en compagnie? Pour l'instant, c'est juste avec une personne. La réponse, elle contient 10 chiffres. C'est le numéro de ton fiscaliste préféré. C'est pas la réponse qu'on doit te donner, Sandrine, parce que ça dépend. Ça dépend tellement de plein de choses. Je ne sais pas, Dany, si tu es d'accord avec moi. Mais ça dépend tellement de plein de choses. Totalement. Que tu sais, les gens vont essayer de trouver une réponse déjà toute faite à une question existentielle. Là. Juste pour vous le mettre dans votre tête, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça un jour, puis ça m'avait marqué. L'impôt, c'est la facture la plus élevée que tu vas payer à la fin de l'année. Donc, des fois, les gens, ils se battent à aller de Vidéotron à Bell pour gagner 10$ par mois, ou là, ils vont essayer de négocier. Puis l'impôt, qui est la plus grosse facture qu'on va payer dans toute notre année, on hésite à aller voir un fiscaliste qui coûte 250 ou 500$ pour être capable de répondre à cette question-là. Parce que Sandrine, c'est pas qu'on veut pas, c'est que ça dépend. Ça dépend de où est-ce qu'ils viennent tes revenus, ça dépend de la situation de l'autre personne. Ça dépend d'un paquet de choses. Mais au niveau impôt, les gens, souvent, ont tendance à on va sauver de l'impôt en compagnie. C'est pas nécessairement le cas. Fait que c'est ça. C'est de conseiller, c'est d'aller voir un fiscaliste, 250$, 500$, qui va peut-être vous en faire sauver 5 000 par année, puis peut-être 500 000 au courant de votre vie. Là. Fait que, allez-y, allez voir un fiscaliste.
Puis d'ailleurs, on peut faire un petit peu de pouce à notre bon ami Richard, là, chez Fodago, là, Richard Damour, là, qui est excellent, qui est évidemment avocat fiscaliste au club. Excellent. Yvan, avais-tu une prochaine question? Ben là, je lisais, puis je me demandais laquelle je prenais, parce qu'il y en a que c'est pas clair. On est une pour Danny. Danny, pour toi, Yes. Madeleine, dans ce graphique, est-ce que les maisons étaient incluses? Dans le fond, dans le fond de mon graphique, nous autres, c'est vraiment en termes d'appartements. Donc, si, exemple, la maison comporte un bachelor, c'est sûr qu'elle va faire partie de l'échantillonnage. Une maison vraiment en location présentement, on n'inclut pas ça dans nos statistiques à l'heure actuelle. C'est quelque chose qu'on va avoir probablement dans la prochaine version qui devrait sortir. C'est une question d'avoir du data. Donc, c'est sûr que les maisons, on est un petit peu moins là-dessus, mais on travaille pour pouvoir y arriver, mais ce n'est pas le cas actuellement. Parfait. Merci, Danny. Là, désolé, les petits changements d'image, là, on est trois, c'est un petit peu plus rock'n'roll à la régie, mais on s'en sort. Yvan, est-ce que tu as une question pour le mettre à l'écran? On pourrait prendre Vijayan, créer une compagnie à numéro. En passant, c'est pas obligé d'une compagnie à numéro, ça peut être une compagnie qui a un nom, là, ABC Immobilier. Pour avoir une marge de crédit, comment ça marche et les critères à respecter. Tu as la Banque Scotia qui va te permettre d'aller chercher un 25 000 relativement facilement. Et je vois Jean-Philippe qui fait oui, parce que quand il est arrivé au club, il y a à peu près 2 ans et demi, il a fait une première formation avec nous, on avait parlé, puis 2-3 jours après, il avait sa marge de 25 000 en claquant des doigts. Et c'est quoi les critères? Ben, ça prend une compagnie qui a moins de 2 ans, une compagnie opérante qui a moins de 2 ans, avec une cote de crédit en haut de 700, si ma mémoire est fidèle. Ça se peut que ça ait bougé avec le temps, c'est peut-être rendu 710 ou 720, mais dans ces eaux-là, il y a une valeur nette de 6 000 $. Donc, avec ces critères-là, tu vas voir la Banque Scotia et tu obtiens 25 000 de marge de crédit. C'est une ligne de crédit, dans le fond. Et c'est merveilleux. Ça se fait assez facilement. Donc, c'est un beau levier pour aller faire tes investissements. Sinon, il y a Desjardins qui peuvent aller jusqu'à 100 000 dans les marges de crédit, mais je ne connais pas les critères. Je n'ai pas fait personnellement avec Desjardins. Je ne sais pas si, messieurs, vous l'avez fait. Si oui, vous pouvez répondre. Ça prend une compagnie aussi chez Desjardins. Ils sont très flexibles jusqu'à le 100 000. Il n'y a pas nécessairement de critères. Ils vont juste regarder les emprunteurs. Mais ils sont généreux. Là, je dois dire, j'ai au moins 5 marges de 100 000 là, sur différents bâtiments. Le 25 000 de Scotia, juste une petite bonification, puisque les gens posé la question si on pouvait en avoir plusieurs compagnies, plusieurs fois 25 000. Non. En fait, le 25 000, c'est la compagnie qui va le chercher, mais il est attaché à vous. Donc, le produit se fait une seule fois par client. Puis, ce qui est le fun avec le 25 000, le taux d'intérêt est relativement faible. Je viens de regarder, là, j'ai reçu mon relevé du mois, là, puis j'ai regardé mon intérêt, j'étais à 4,94, tandis que Desjardins, là, on parle du 7-8% là, pour les 100 000, là, donc c'est beaucoup plus cher. Là. Voilà, mais oui, effectivement, on peut aller chercher. Puis la Québec Inc, très bon point, Yvan, si je peux faire du pouce là-dessus, là, ça coûte 20 $ réserver un nom. Là. Comme 9, 1, 3, 4, 4, 6, puis là, les locataires font des erreurs sur le chèque, c'est difficile. C'est quoi ton numéro de Québec Inc? Caroline, mettez un nom, s'il vous plaît. Ça coûte 20 $ réserver un nom au registre des entreprises. Là. Fait que le monde va être une meilleure place pour vivre si on arrête d'utiliser des Québécois. Voilà. Et un petit truc à 40 000 $ qui pourrait s'appliquer ici aux gens. Moi, je l'ai fait cette semaine et c'est merveilleux. Si vous avez une compagnie opérante, Danny, je pense que tu as ça, une compagnie opérante, avec un employé, oui. Ça prend une masse salariale en 2019, je pense, au-delà de 20 000 $ et au maximum 1,5 million, si ma mémoire est fidèle. Fait que, moi, je suis allé sur Desjardins, j'ai rempli les 2 petites cases qu'il me demandait. Donc, il me demandait ma masse salariale 2019, j'ai mis le montant. Puis, il me demandait mon numéro là, de compagnie au fédéral ou mon numéro par rapport au DAS et tout ça, d'employé, dans le fond, au fédéral. J'ai rentré le numéro, puis en 3 jours, j'avais 40 000 $ de prêt par Desjardins. C'est un prêt garanti par le gouvernement. Et si en dedans de 2 ans, vous avez remis 30 000 sur le 40 000, ils vont laisser faire le 10 000. Donc, on vient de faire 10 000, puis on prend cet argent-là pour faire l'autre chose. C'est un bel argent qui apparaît, ça. Mais ils ont également, pour faire du push sur ça, ils ont quand même mis aussi une flexibilité là, à ce niveau-là. Je sais qu'il y avait des critères beaucoup plus sévères, puis là, ils ont été un petit peu en bas de cela. Là. Nous, pour notre part, on n'avait pas de masse salariale
on voulait aller chercher, évidemment, ce fameux montant-là, mais on n'avait pas de masse salariale, donc on ne rencontrait pas ce critère-là. Puis on va, avec le petit ajustement qu'ils ont fait, je crois qu'on va pouvoir se qualifier. Donc, c'est vraiment à confirmer également. C'est un beau prêt qui permet de faire d'autres choses. On prend le 40 000, on fait d'autres choses. Puis on rembourse 30 000 en dedans de 2 ans et voilà. Yep. Et évidemment, avec tous ces cadeaux-là et ces flexibilités-là du gouvernement, on va payer la facture éventuellement. Là. Indirectement. Là, nos impôts vont, je ne sais pas s'ils vont augmenter les impôts, mais ils vont venir nous ramasser ailleurs. Ils vont peut-être augmenter, je lance ça de même. Là. TPS, CVQ, peut-être qu'ils vont aller chercher un petit pourcentage là, pour essayer d'aller chercher, mais tout cet argent-là, il va falloir que les gens, on la repaye. Là. On n'a pas le choix. Voilà. Bon, c'est bon, ça, c'est un bon petit truc. Caroline, je regrette de ne pas avoir eu d'employé en DAS avec moi. Caroline. Ça aurait été le fun. Est-ce que Jean-Philippe, tu as trouvé des questions pendant que j'expliquais ça? Oui. Kevin qui disait, c'est une petite question un peu générale, là, qui disait, je regarde pour acheter mon premier quadruplex. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ben, Kevin, c'était juste pour dire, c'est une question générale. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais qu'on te conseille, mais c'est sûr d'y aller avec un régime propriétaire-occupant dans les petits plex. Donc, je vais y aller plus en une question générale, d'aller vers quand tu achètes un quadruplex puis tu y vas propriétaire-occupant, ou du moins tu as l'intention d'aller y habiter, tu vas avoir 10 de mise de fonds, donc c'est intéressant. Si tu veux le garder pour investissement, ce que je te conseille dans un quadruplex à l'extérieur de Montréal. Parce qu'un quadruplex à l'intérieur de Montréal, malheureusement, ça va être cash flow négatif. Ou des grands centres, là, je parle de Montréal parce qu'on est à Montréal, mais autant à Québec, si vous êtes dans les grands centres, il faut quitter un petit peu en région pour avoir un quadruplex qui pourrait être rentable. J'en ai j'ai un quintuplex à Valleyfield, il est rentable parce qu'il n'est pas à Montréal. Donc, voilà. C'est tout. J'ai vu que Sandra, merci, elle a mis les liens pour... Mais si je peux ajouter... Oui, vas-y, Danny. Mais si je peux ajouter, Jean-Philippe, écoute, c'est surtout pour, évidemment, pour ceux qui commencent, là, je pense que la clé, puis vous faites des beaux cours là-dessus au club, c'est pas de s'arrêter aux chiffres ou la rentabilité initiale. Donc, évidemment, l'optimisation, nous, on est pas mal là-dedans. C'est là que ça rend sexy des immeubles qui ne l'étaient pas initialement. Donc, c'était évidemment la phrase Ziplex à ajouter. Ben, tu regarde, tu viens de répondre à son autre question. Comment est-ce possible de maximiser le profit en achetant son premier quadruplex? Ça, je pense que tu viens d'y répondre en question. C'est d'avoir une certaine vision. Effectivement, Ziplex nous donne une idée du potentiel aussi, c'est sûr, mais c'est de voir plus loin, d'avoir une certaine vision par rapport à ce quadruplex-là. Voilà. Hey, merci, c'est le fun de t'avoir, Danny. On va t'inviter plus souvent. J'ai une question du public. Une autre question du public. François B. Tremblay, quelles sont les dernières nouvelles quant à la réouverture de la régie et les implications liées au 1er juillet? Personnellement, je ne suis pas en mode gestion. C'est plus Mélanie qui s'occupe de ça. Est-ce que, Danny, des nouveautés là-dessus? J'ai aucune idée, messieurs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent actuellement avec des locataires qui ne payent pas, puis qui, évidemment, n'ont pas de jugement. Donc, c'est très malheureux, mais je pense qu'évidemment, on souhaite tous que ça réouvre prochainement. Là. OK. Bon, ben, désolé, François B. Tremblay. Ben, on n'a pas de nouvelles, parce que en fait, s'il y avait des nouvelles, je pense qu'on le saurait, à moins que vous ayez du texte, là. Il n'y a pas de. Malheureusement, on n'a pas le contact de François ni docteur Arusso pour l'instant, mais dès que ça va être affiché, on va le mettre sur la page du club. On va avoir le contact. Il y avait Luc Étienne qui disait Luc Étienne, notre ananas favori, qui dit qui dit même plus besoin de masse salariale. Les dividendes comptent aussi pour les 40 000. Intéressant. Donc, je n'ai pas nécessairement vérifié l'information. Il y avait Caroline également qui dit j'ai bien lu les conditions du 40 000. J'ai lu les conditions pour ce qu'on en fait assez précis. Bref, on ne peut pas. Je ne suis pas sûr que je l'ai eu. On peut faire ce qu'on veut avec. Ouais. Les conditions du 40 000, puis elle semble dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. OK. Intéressant. À vérifier. Peut-être au prochain live, Yvan va peut-être bonifier un peu parce que c'est quand même une sacrée nouvelle que tu nous arrives là. Donc, intéressant. On va vérifier au niveau de l'investisseur immobilier. Ça serait une bonne recherche à faire, voir si on pourrait toucher ce 40 000. OK?
Oui, effectivement, il faut que ça soit vos opérations courantes, Mireille. OK, il faut que tu payes tes trucs, mais il peut rester d'excédent, là. Ils vont faire, Luc Etienne qui disait qu'il faisait des mises à jour cette semaine, Yvan, à propos de ça. Fait qu'on on reviendra, on fera des recherches. Prochain live, lundi, on ira chercher des recherches. On parlera à évidemment, notre ami Richard Damour, voir qu'est-ce qu'il y en est avec tout ça. Voir si l'investisseur immobilier pourrait y avoir droit, puis si oui, sous quelles conditions. Parce que là, évidemment, toi, Yvan, tu as été dans le club. Tu as demandé ce 40 000 là à travers le club, mais pas à travers une compagnie de gestion immobilière. Non, c'est une compagnie opérante, là. OK, parfait. Excellent. On se dirige tranquillement vers le dessert, hein, déjà, midi 35. Oui. On achève bientôt. Il n'y a pas d'autres questions. Je pense que tu as allumé les foules avec le 40 000. Ça l'a allumé les foules. On avait... Pardon? Vas-y. Il y avait Madalina, achète un stiplex, 2 appartements, pas de beau, mais il y a un historique des dépôts de loyer. Est-ce que ça va aller pour le financement ou je dois absolument demander que le vendeur crée des nouveaux baux ou d'autres solutions? Yvan, je te laisse y aller. Je n'écoutais pas, honnêtement. Mon Dieu, j'avais pensé à la question, mais je la trouvais trop personnelle à un cas précis. Non, mais c'est une question de reconnaître les baux. Je vais y répondre dans ce cas-là. C'est une question. En passant au sens de la loi, Madalina, on va commencer. Au sens de la loi, tu peux avoir un bail écrit puis un bail verbal. Okay, donc, au sens de la loi, un bail verbal peut être aussi valide qu'un bail écrit. Là, malheureusement, quand tu arrives en cours, c'est ta parole contre la tienne. Donc, on essaie d'éviter ça le plus possible. Avec les banques, ils risquent fort probablement de te demander des baux. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux demander au vendeur de signer des baux, de faire signer des baux à ces personnes-là ou toi de les rencontrer. D'essayer de faire signer des baux, tu vas simplifier de beaucoup la chose. Oui, tu as certaines conditions, certaines banques qui pourraient le considérer comme tu as les dépôts à l'appui, mais les banques sont, surtout en ce moment, là, je dois présumer qu'ils sont plus frileuses un petit peu. Donc, on essaie d'arriver avec un bon dossier. Des baux annuels aussi, s'il vous plaît, les gens qui signent des baux au mois, là, t'as pas, le propriétaire, il perd là, au change avec un bail au mois. Donc, on essaie d'y aller avec des bails à l'année. Donc, oui, ça pourrait se faire, mais est-ce que tu peux demander toi-même de rencontrer le locataire puis leur faire signer un bail? C'est possible. Ou sinon, de demander au propriétaire de signer des bails, dépendant de la demande de ta banque. OK? Sinon, je pense que c'est pas mal ça, Yvan, au niveau des questions. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses d'en poser ta question. Non, c'était tout. On peut se diriger tranquillement vers la question du fast track comparativement au coaching. OK, donc, parfait. Beaucoup de gens posent cette question-là. Premièrement, le coaching, c'est sur 10 mois. Le fast track, c'est sur 3 mois. Donc, on parle d'une formation en accéléré. C'est pas les 10 formations qui sont dans le fast track. On en a mis 5. Donc, les 5 premières, où on parle de recherche, on parle d'analyse de rentabilité, de vérification diligente, de financement, d'offre d'achat, d'inspection, donc tout le mécanisme pour faire l'acquisition, le processus d'acquisition. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est là pour vous permettre d'apprendre en accéléré, de passer à l'action rapidement. Si vous êtes moins pressé, bien, on peut y aller avec le coaching qui est plus complet, qui inclut le financement créatif au mois 6, mais la beauté de la chose, c'est qu'on peut commencer avec le fast track, puis si on décide de continuer par la suite, on peut joindre un groupe de coaching qui débute en septembre. Et un gros point du fast track, c'est qu'il rentre dans les délais requis pour qu'il passe dans le programme PACME. Donc, le programme où le gouvernement paie 100% des formations, tandis que le coaching, vu qu'il est sur 10 mois, n'est pas admissible. Donc, on a fait un produit justement pour vous permettre de passer le montant, de le récupérer dans le fond par le gouvernement. Reste à voir si vous êtes éligible. Là. Nous, le programme est admissible, mais vous, êtes-vous éligible? Je ne sais pas, ça va être à vérifier de votre côté. Et essentiellement, c'est ça. Donc, on va sur le site du club, on va voir la page Fast Track avec tous les détails, le prix, les dates, les sujets, les détails des sujets également. Donc, occasion à saisir cet été si jamais vous ne voyagez pas partout dans le monde, vous avez du temps, vous restez au Québec, je pense que ce serait un bon timing. Good. Excellent. Donc, Danny, est-ce que tu avais un mot de la fin pour l'auditoire Diplex? Ben, écoutez, c'est sûr que tout d'abord, je vais dire merci au club pour tout ce que vous faites, puis merci pour l'invitation encore une fois. Pour notre auditoire, ben, écoutez, je pense qu'ils nous suivent tous via notre infolette. Là. On essaie évidemment de... En fait, on se fait un malin plaisir d'écrire ça.
on essaie toujours d'amener ça un petit peu différent, les sujets qu'on aborde. Mais bref, évidemment, on va arriver tôt ou tard avec la fameuse nouvelle version de l'outil. Merci évidemment à tout le monde qui sont abonnés avec nous. C'est vraiment la meilleure manière pour nous là, de pouvoir continuer et de parfaire évidemment cet outil-là qui, je pense, répond évidemment à plusieurs personnes. Et des optimisateurs, en tout cas, ils aiment bien ça, Ziplex. En plus, on encourage un produit local, si je ne me trompe pas. Malgré ton nom de famille italien, hein, on encourage un produit local. Donc, ouais. on se permet de faire des blagues parce que Danny et moi, on se connaît évidemment. Là. Donc, super. Vraiment content. N'hésitez pas à y aller avec Ziplex. On a également copié le lien dans les commentaires. J'ai copié le lien pour la présentation qu'on a présentée. Donc, si jamais vous avez vous voulez revoir les chiffres, là, lire l'infolette, puis effectivement, une très bonne infolette, là, assez créative. De Ziplex, assez différente. Fait que vous vous abonnez à l'infolette, puis je vous dis, c'est un des meilleurs outils que vous avez disponible sur le marché. Fait que merci, Danny, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous autres, messieurs. Yes. Yvan, tu peux conclure? Oui, on aurait pu conclure à 3 en ayant nos 3 petits visages. Ça aurait été cool. Regarde, je le rajoute. Ah, il n'a pas enlevé sa chemise encore, c'est bon. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Jean-Philippe, il dit on espère que ça va faire une tradition, mais moi je pense que oui, c'est le fun le lundi de partir la semaine avec le club. Puis on va avoir des invités, oui, ça va être questions et réponses comme on a fait là, mais on va tenter d'avoir un invité qui va participer, qui va bonifier tout ce qu'on fait. Donc, merci à tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à midi, ici même, si Dieu le veut. À bientôt. Yes. Merci.